Alors, on va prendre quelques interventions dans la salle. Donc, Marcella. Ouais. Marcella Gardino, donc psychologue clinicienne à l'hôpital de la Clinique-Salpêtrière. Je travaille depuis 26 ans et en particulier avec des personnes atteintes de maladies génétiques. Je voulais revenir sur un point et faire l'éloge de la clinique du sujet. Il me paraît important à restituer. Et notamment par rapport au rapport au savoir qu'un sujet peut entretenir par rapport à son avenir. Et comme on dit, et l'expérience nous l'a montré, nous avons dans la consultation du test génétique de la maladie Huntington 23 ans d'expérience, et seulement 20% des personnes à risque pour la maladie Huntington souhaitent connaître leur statut génétique, alors que le savoir est là, disponible pour eux. Il y a un test qui leur permet de connaître leur statut. Seulement 20% souhaitent faire le test, en tout cas bien consulter. Et dans notre consultation à la Clinique-Salpêtrière, ces sujets qui viennent, c'est 20% des personnes à risque pour la maladie Huntington, seulement la moitié va aller jusqu'au bout du prélèvement après qu'on leur ait rappelé qu'ils ont la liberté de ne pas savoir et qu'ils peuvent vivre dans l'incertitude. Ça me paraît une donnée très importante. Si on sort du champ, je rappelle autre chose qui me paraît très important, je vous rassure, des couples dont l'un est porteur du gène de la maladie de Huntington, qui font un diagnostic prénatal parce que l'un d'entre eux est porteur du gène et qui doivent interrompre la grossesse, parce que les bébés sont porteurs, ils ne se séparent pas, en tout cas pas plus que les divorces qui existent dans la population générale. Ça veut dire qu'on ne se choisit pas par les gènes ou par le fait d'être porteur. Les couples, ils continuent à s'aimer, ils continuent à avoir envie de construire une histoire de famille, même s'ils connaissent cette histoire douloureuse dont l'un est porteur et un enfant a dû, donc le projet d'un enfant a dû être interrompu en raison du risque génétique. Mais si on part, enfin on recherche dans le domaine de la mucoviscidose ou dans d'autres myopathies, par exemple, où les deux parents sont porteurs du gène, on sort du domaine de la maladie de Huntington. Par exemple, dans la myotrophie spinale, les couples, ils ont un premier enfant qui a une forme grave de la myotrophie spinale, l'enfant décède, mais c'est pas pour ça qu'ils ne vont pas continuer à vivre ensemble, donc ils vont aller dans un site pour trouver un partenaire qui, lui, ne serait pas porteur du gène. Je pense qu'il faut qu'on se dise que l'être humain, tout de même, a un rapport à la connaissance, au savoir et à l'incertitude qui peut nous surprendre et qu'on n'est pas encore dans ces vertiges technologiques dont vous nous parlez. Je pense qu'on n'en est pas là et qu'on peut faire confiance aussi à l'être humain dans la manière où il va gérer individuellement son rapport au savoir. Alors, on va prendre encore une intervention. Philippe. Ça, ce sont des activités humaines, entachées d'erreurs. Si je vous montrais la façon dont on interprète des graphiques de sortie de séquenceurs, vous seriez horrifié. Vous avez l'impression que paf, ça sort, c'est ATGC. Pas du tout. C'est des images qui peuvent être réussies, qui peuvent être ratées. C'est des hypothèses statistiques qui disent que c'est probablement ATGC avec X% et qu'au-delà de 95% de coding, on dit ben, on l'accepte. Voilà, déjà ça. Ensuite, il y a le sexe, c'est-à-dire ce que j'ai évoqué ce matin, 1% des déclarations de sexe dans les dossiers sont en erreur, qu'on vérifie par Internet, par la génétique, pardon. Le deuxième point, ça concerne la notion de l'algorithme et du choix. Et alors, en effet, ça ce serait génial, mais combien d'entre nous lisent ce que vous cliquez d'un petit clic dans la case d'acceptation des conditions générales qui vous impose un tas de choses. Combien d'entre vous sont allés voir sur Facebook
toute la capacité que vous avez à sélectionner les profils que vous voulez apparaître ou pas apparaître, et être tout étonné tout d'un coup de vous apercevoir que telle information que vous croyez circuler dans votre famille et dans tout votre groupe d'amis. Et tout ça, ça peut se contrôler. Donc ces outils existent déjà, et les gens ne les utilisent pas. Donc je ne pense pas qu'en ayant des outils encore plus complexes qui permettent de définir avec tel ou tel groupe ce qu'on veut transférer ou pas, se mettre en œuvre. Alors pour quelques geeks hyper motivés, très bien, de toute façon sont protégés du système. En revanche, pour la grande majorité des gens, ils vont complètement plonger dans ce domaine. Alors, juste pour revenir sur la pétition qu'avait signée Hawkins, c'est une série à propos de l'intelligence artificielle. C'était plus sur ne laissons pas un système prendre des décisions à notre place sans intermédiation humaine. C'est ça que ça voulait dire d'une manière générale, et c'est vrai pour tout. Ce n'est pas vrai que pour l'intelligence artificielle, c'est vrai également pour la relation que vous allez avoir avec votre biologiste et autres. Donc je pense qu'une intermédiation humaine fondée dans les domaines qui nous intéressent, le médecin, l'imagien, est absolument indispensable à toutes ces découvertes et à tous ces outils qui ne restent que des activités humaines entachées d'erreurs. 23andMe a été fermé il y a 1 an et demi à cause d'une série d'erreurs qui sont sorties. C'est-à-dire que même ce qui sortait sur leurs 200 polymorphismes, quand certaines personnes ont discrètement vérifié ça parce qu'ils semblent être exacteurs, ils ont vu qu'il y avait des erreurs. Donc fermeture, il y a des contrôles de qualité absolument indispensables. Et si vous commencez à imaginer que parce que sur une erreur vous allez orienter votre vie, c'est des enjeux de responsabilité qu'on donne qui sont absolument gigantesques. Donc c'est pour ça qu'il faut voir ça dans le cadre des notions. Dernier point, j'en terminerai là. Ces raisonnements qu'on a là, c'est des raisonnements de personnes saines et en bonne santé. Quand vous êtes malade, votre réflexion, votre organisation, votre perception des choses change complètement. La vôtre et également celle que la société porte sur vous. Donc je pense qu'il faut, avant de prendre n'importe quelle décision quand on est en bonne santé, essayer de se projeter, c'est très difficile. Le jour où on ne sera plus en bonne santé, est-ce qu'on pensera à la même chose ? Donc voilà, je crois que c'est tous ces éléments qu'il faut revoir, et cette intrusion, alors c'est le côté un peu positif, mais il va y avoir encore du temps avant que ça tombe précisément, même avec tout le bourrage de crâne qu'on subit actuellement, qui est également lié à des enjeux commerciaux, il faut le dire, à des enjeux d'engagement, à des enjeux de remplacement et de contrôle du système de santé et de la médecine, parce que c'est un autre enjeu de pouvoir avec celui de la communication. Donc je pense que vraiment, vous avez raison, ce serait merveilleux dans un monde parfait, mais il faut à chaque fois réajuster ça avec la réalité humaine qui est le fondement, y compris de la médecine de précision. Derrière ça, il n'y a que des hommes, et des hommes qui font tourner des machines, et des machines qui font des erreurs et qui tombent en panne, etc., etc. Donc il faut tenir tout ça, ne pas prendre ça comme une vérité révélée absolue. Alors, c'est ça. Donc, je suis tout à fait d'accord sur le cadre de la pétition d'Hawkins. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà plusieurs milliards d'euros qui sont placés tous les jours par des algorithmes. Quand on parle de high frequency trading, c'est des milliards et des milliards d'euros, et vous ne croyez pas que la micro-seconde permet un chèque humain. Donc ce que je veux dire par là, c'est que oui, ils le disent en disant oui, attention, demain il faudra un chèque humain. Moi, ça me pose question quand je vois le nombre de cas aujourd'hui, si je prends d'autres systèmes, où il n'y a pas de chèque humain. Une autre question que je vous soumets, c'est l'exemple du Bitcoin. Comment fonctionne cette monnaie en ligne ? Il n'y a pas de banque, il n'y a pas de tiers de confiance. C'est du big data, c'est-à-dire c'est une réplication sur X serveurs dans plein de pays dans le monde d'archivage de la transaction. Alors je ne dis pas que c'est sans problème, on a eu le premier hacking Bitcoin, mais moi ça m'interpelle. Je me dis c'est un système sans tiers de confiance. Donc la question c'est quelle place demain on a dans un système comme ça, et quel rôle du coup aura l'État, le médecin, l'assureur, la banque. Et pour moi, c'est vraiment une révolution entière, évidemment, de nos systèmes de solidarité et de confiance. Aujourd'hui, on voit ça sur l'exemple de la médecine, mais pour moi, il y a beaucoup des questions dont on parle là qui sont déjà en place dans notre secteur, et donc par analogie, ça m'interpelle. Alors après, il y a des gens qui disent que le Bitcoin pourrait être utilisé comme data vault, donc pour stocker les données personnelles. Et on pourrait imaginer, par exemple, pour l'ADN. En ce moment, il y a des tas de publications là-dessus. Et par rapport à l'économie, beaucoup de gens disent qu'on ne peut plus parler d'un système, d'une macroéconomie, mais de 7 systèmes économiques. Et dedans, ils incluent la crypto-économie, la civic économie, la consumer économie, etc. Donc 7 types d'économies. Et derrière, avec un autre modèle de confiance et d'assurance et de retour de valeur. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est peut-être aujourd'hui comme une forme de révolution industrielle qui arrivera avec cette révolution de la donnée, puisque ça remet en cause les fondements de faire société, en fait, de vivre ensemble.
Oui, moi je voulais revenir sur ton objection, enfin le commentaire sur la rigidité des catégories. Alors peut-être que j'ai un peu forcé le trait, effectivement, mais donc peut-être que ces catégories sont à affiner, ça je ne le nie pas nécessairement. Mais ce que je voulais dire, le point sur lequel je voulais insister, et ça répond ici peut-être à Philippe et aussi peut-être aussi à Marcella, c'est qu'il y a une vraie rupture à mon avis. Alors vous pouvez très bien soutenir le contraire, c'est un débat, mais il y a une vraie rupture avec le big data qui est dans ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait appeler l'inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire que la disponibilité même des données va faire que certainement le silence ou le secret sera de plus en plus difficile à porter pour les individus. Et c'est ça, à mon avis, la vraie rupture. C'est-à-dire que c'est pas tellement l'usage. Je n'imagine pas que les gens vont utiliser des tests à foison. C'est pas du tout ça que je dis. Je dis simplement que la disponibilité même de ces tests induit une injonction à savoir et crée des catégories d'individus qui ne savent pas et qui ne veulent pas savoir. Et donc, voilà. Alors, sur le fait que les couples continuent à s'aimer, ça, j'ai pas du tout dit. Enfin, évidemment, le contraire. J'ai même dit ça. Enfin, je pense que j'ai même dit qu'ils s'aimeront d'autant plus, ce qui était peut-être un peu même angélique. Donc voilà. On va reprendre une série de questions. Donc il y avait Emmanuel et puis Michel Panet. Et après. Il me semble que le big data, comme vous le décrivez, c'est le fossoyeur du miracle. Je dis ça parce qu'un jour, j'étais à la Saint-Pétrière où il y avait un débat, et dans le débat en particulier, tous les grands scientifiques qui étaient là ont posé le problème du miracle. La guérison par le miracle. Et je pense également que quand on veut penser la médecine telle que vous la pensez, je crois qu'il faut y rajouter ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est à un moment donné aussi la dimension psychologique individuelle et la dimension psychologique collective. Et personnellement, je ne suis pas sûr que, bien sûr, ce que vous avez présenté est effectivement tout à fait la réalité d'une situation qui va amener des modifications comportementales. Et quand on les pense, je pense qu'il faut aussi les penser à la lumière de la dimension psychologique et de la réaction psychologique individuelle et collective. Et peut-être que là-dedans, effectivement, on arrivera à trouver des solutions. Mais les miracles, il y en a encore, je vous signale, qu'il y a un miracle qui, ces jours-ci, je crois, va être confirmé ou infirmé par... Donc il y a autre chose qui se passe dans la valeur humaine, dans la dimension humaine, et je pense que ça, il faut le penser également avec. On a compris qu'on a bien fait de choisir ce thème cet après-midi. Sachez qu'il y aura un service après-vente, vous suivrez sur le site et vous pourrez suivre les développements qu'on apportera. Tout à l'heure, Paul Jou a cité Paul Rabinow, qui est un disciple finalement de Foucault. Et derrière tout ça, on a quand même la question du biopouvoir. Et ce dont on n'a pas parlé avec notre innocence éthique au cours de cette journée, c'est la violence de ce dont il s'agit aujourd'hui. Il y a être intrusif sur des personnes déjà vulnérables. C'est-à-dire, quand on parle des valeurs de l'éthique, du respect de la personne dans sa singularité, ce qu'on est en train d'abraser, c'est l'identité même de la personne. Une personne qui doute déjà de son identité à travers une maladie qui la spolie de son identité et quelquefois qui la dénature dans son identité. Donc je pense que la question des valeurs est portée, puisqu'on est en train d'appauvrir toutes nos valeurs morales, toutes nos valeurs de référence par ces à-coups qui sont très idéologiques, dont on a vu quand même que les enjeux, non pas uniquement financiers, mais très idéologiques. Il y a quelques jours, on parlait avec Philippe Amouyel de tout ce qui est transhumanisme, c'est-à-dire derrière tout ça, dans cet environnement général, quand on commence à faire l'autopsie du crime, on voit qu'il y a un certain nombre de facteurs qui méritent d'être analysés. Et je pense qu'en termes d'éthique, notre responsabilité de Marcella depuis des années, elle nous a mis véritablement cette idée en tête, pas uniquement d'un point de vue théorique, mais c'est sa pratique, c'est comment être au service de personnes vulnérables, survulnérabilisées par des satisfactions intellectuelles qu'on a, puisque effectivement, on voit les avantages aussi du big data. Et ce qu'on nous vend, c'est de l'espoir, c'est-à-dire c'est ce que la religion ne nous offrait plus hier, c'est-à-dire il y a une vision sociologique, une transformation véritablement et quasiment une capacité de maîtriser son destin. Alors juste un point, et ça a été souvent dit dans les débats ces derniers temps à l'espace éthique, c'est vraiment la relation avec le savoir, c'est-à-dire le savoir assumable ou inassumable.
Mais l'injonction à savoir est une perte du pouvoir sur soi. Quand on est une injonction d'un savoir, surtout d'un savoir dont très souvent on sait qu'on ne peut rien en faire, et qui va nous spolier de toute liberté. La vraie question fondamentale derrière tout ça, c'est quand même la question de la liberté. C'est la capacité d'être créatif de notre existence sans être soumis d'une certaine manière, non pas à cette fatalité génétique, mais à cette fatalité numérique. C'est tous ces éléments à prendre en compte. Je termine parce que sinon, il y avait 2 points que je voulais quand même aborder. J'entendais un spécialiste de l'intelligence artificielle qui dit le mot intelligence par rapport à intelligence artificielle est à réfuter. Quelle est l'intelligence de l'intelligence artificielle? On a employé un concept, l'intelligence artificielle, et je crois qu'il faut être très attentif aux mots qu'on emploie. Certainement qu'il y ait intelligence, mais est-ce que c'est une intelligibilité? Est-ce que c'est du discernement? Est-ce que c'est une capacité de jugement? Enfin, je veux dire, tout ce qui nous intéresse tant qu'on est humain. Alors même si demain, on dira que le transhumanisme substituera des non-valeurs aux valeurs qui soient constitutives de ce qui fait société. Le dernier point que je voulais aborder, c'est vraiment la question de la liberté et la question de la démocratie. C'est ça qu'on s'est proposé, alors vous pouvez suivre, on vous invite à réfléchir. Je pense qu'il faut revisiter les concepts de l'éthique. Les concepts de l'éthique biomédicale sont nés à Nuremberg après la Shoah. Il faut s'en rappeler. En 1947, le code de Nuremberg, c'est la Shoah, c'est la barbarie. Alors on avait une barbarie à visage, j'allais dire humain, maintenant on a une barbarie à visage numérique, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Alors je ne suis pas pour créer des effets de manche, mais je pense qu'une société doit être attentive à la capacité d'anticiper son destin. Donc où on renonce, et je dis tous les sous-bassements de ce qui fait société, tous ces sous-bassements vont être mis en cause. Nous, pourquoi on a adhéré au plan maladie neurologique dégénérative? Parce qu'on voit des personnalités, et ça sera très présent dans nos problématiques, on voit des personnalités confrontées à la maladie qui nous surhaussent au niveau des valeurs des limités. Ce sont des personnes malades, des proches, des professionnels qui nous disent notre humanité a des valeurs et on est prêt à lutter contre une destinée, quelle que soit la gravité du destin. C'est ça qu'on a vu au quotidien dans notre confrontation aux maladies neurologiques dégénératives. Il y a une capacité pour l'homme, malgré la fatalité, de défier au nom de ce qu'il a d'essentiel, au nom de sa dignité, de ses valeurs. Mais je dis, il ne faut surtout pas que l'on fasse abstraction de ces éléments dans notre approche de ces questions. Ce n'est pas pour des questions d'éthique, c'est vraiment pour des questions de devenir de notre système social, c'est-à-dire de notre démocratie. Et quand tout à l'heure on abordait, et vous l'avez évoqué, la question des données personnelles, ce n'est pas uniquement un débat avec la ministre de la Santé qui n'en a que faire. C'est une question fondamentale. Moi, ce que je vois dans données personnelles, c'est le côté personnel, c'est le côté intime. Je termine sur un point parce que ça m'a paru tout à fait essentiel et vous l'avez évoqué, et je vous en remercie. Il est plus dans la salle, je ne le vois plus. Mais l'histoire du dossier médical m'a énormément frappé. Loi du 4 mars 2002, la grande liberté, on veut reprendre le pouvoir sur les médecins, on veut accéder à des données médicales. Et nous, à l'époque, on dit c'est bien, mais il va y avoir des conséquences qui vont être à l'encontre de la personne, déjà qu'on a obtenu dans les décrets qu'il y a l'accompagnement possible, mais le côté abrupt de ces données qui circulent. L'impact dans des maladies génétiques, psychiatriques et autres, enfin je veux dire, on a vu aussi pour le dossier médical personnel. Tous ces éléments justifient du débat et je dis merci au plan maladie neurologique dégénérative de permettre un espace éthique aussi d'aborder ces questions. Ce que je reproche au pouvoir actuel, c'est-à-dire au pouvoir politique, c'est que ce débat n'a pas sa place dans la cité. Ce n'est pas un débat d'experts, c'est un débat de citoyens. Et je pense qu'on se sentirait mieux dans notre démocratie plutôt que de nous parler des valeurs de la République si on nous considérait dignes de débattre de ces questions. Elles concernent chacun et c'est comme ça qu'on peut apprendre la solidarité. En se disant voilà à quel défi, qu'est-ce qu'on veut que de notre société. Ce n'est pas une question uniquement d'économie ou d'accueil des réfugiés, c'est une question de savoir qui nous sommes et dans les choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Je termine pour dire, j'ai terminé comme ça, j'aurais pas besoin de faire ma conclusion, mais je l'ai déjà délégué à Audrey. Je pense que ça interroge un concept dont on nous gargarise du matin au soir, c'est la notion de démocratie sanitaire. Ce n'est pas la démocratie sanitaire ce qui nous intéresse, c'est une démocratie tout court, où des individus vulnérables, et on l'est tous, à un moment ou à un autre, parce que tout à l'heure il a raison, quand Philippe disait, si on se projetait, nous malades, enfin, dans cette situation, on ne dirait pas les choses d'une manière aussi théorique. Soyez rassurés, à l'espace éthique, nous on n'est pas sur notre surplomb. On essaie de penser à travers la question de la vulnérabilité. Alors, quelquefois, les gens ils disent « oui, c'est très humble, c'est très modeste, et puis c'est un peu ridicule et dépassé par rapport à tous ces espèces de mouvements précipités où on est en plus dans l'urgence de prendre des décisions qui n'en sont pas. » Voilà, excusez-moi, c'était ma petite colère de demain. De demain, parce qu'elle sera demain, vous verrez, dans un registre encore différent et encore plus stimulant. Merci, Mike.
je donne la parole 2 minutes à chacun des 3 intervenants pour conclure. Puis on va respecter le timing qui était de 17h30 impératif. Voilà. Donc un mot de... Alors, un mot pour le monsieur qui était derrière. La chose la plus difficile en prospective, c'est pas tant d'analyser les évolutions technologiques, mais c'est l'évolution de l'acceptation sociale, la psychologie, la sociologie, la réception de la technique. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Et un autre exemple par rapport à se mettre à la place du malade, du patient, sa vulnérabilité, j'ai dû faire une étude sur l'avenir des robots et comment ils seront utilisés en France en 2030. Et donc j'ai dû parler avec des personnes tétraplégiques et qui avaient des personnes, des humains pour les aider. Et moi je pensais qu'ils allaient me répondre « Ah non, mais avoir un robot qui m'assiste, etc., hors de question, moi je veux un humain, du contact, etc. » Et en fait pas du tout. Les gens m'ont dit « Ah non, mais moi si je dois demander pour la 7e fois ou la 8e fois un verre d'eau à un humain, je me sens dépendant, je suis gênée, j'ose pas demander. » Quand j'ai un robot, ben voilà, si je peux demander 15 fois, 20 fois, le robot il ne va pas être vexé, il ne va pas penser que je suis vraiment quelqu'un de maltraitant vis-à-vis de lui. Voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est pour ça que la prospective doit être systémique, c'est que pour comprendre l'évolution de demain, c'est pas uniquement comprendre la technique ou la régulation, mais c'est vraiment interroger les usages. C'est pour ça que ça demande de travailler avec des anthropologues, c'est pour ça que moi, en tant que sociologue, je fais partie de cette entité de prospective. Voilà, je m'arrêterai là. Bon, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Je vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui, de nous avoir écoutés. Et voilà, merci. Moi aussi, je vous remercie beaucoup d'avoir été parmi vous. C'était vraiment très intéressant. Moi, je me pose toujours la question, rebondir un peu sur l'idée de savoir comment on a pris une décision, comment on va faire si ces algorithmes sont si compliqués pour que un humain, même un geek, même quelqu'un qui connaît très très bien, en fait, on va être soumis à des décisions artificielles et il doit y avoir quand même un moyen au moins d'avoir l'information sur le raisonnement qui était sous-jacent. Comment on va fabriquer ça? Est-ce qu'il est possible de le faire? Et s'il n'est pas possible de le faire, ça fait quand même un peu peur de prendre des décisions. Je ne sais pas si vous avez des enfants en âge de rentrer au lycée, qui sont au lycée public, mais le système qui est utilisé pour répartir les enfants au sein des lycées publics repose, j'ai demandé comment était fabriqué l'algorithme, mais il faut essayer de comprendre quelque chose, mais très honnêtement, il y avait un parent mathématicien dans la salle qui a dit que franchement, il y avait un manque de transparence et que sans doute un contrôle était nécessaire de la manière dont les choses étaient faites, mais il faut quand même faire attention. Je pense que ce sera fondamental d'avoir un moyen de contrôle du moyen de la décision. Il va falloir former des mathématiciens et des statisticiens. Merci. Bien, merci beaucoup aux 3 intervenants de cet après-midi pour ces éclairages. Merci à tous aussi pour votre participation. Demain, nous nous retrouvons à 8h. L'accueil se fait à partir de 8h pour un début des festivités à 8h30 à la Cité des Congrès. Bonne soirée à tous. Merci.